Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en direct du Quai des Orfèvres à Paris. Je suis votre hôte, le commissaire Weber, et les hommes de l'anti-gang sont... Jeff Domenech, bienvenue dans la guerre des podcasts. Et Robin Davis. C'est quoi la phrase, putain? Les mains en l'air, Kinopod, vous êtes cernés. Yeah. Ça, c'est une phrase, mon vieux, celui qui l'a inventé, chapeau, c'est bien. C'est une bonne accroche. Je vous fais Des années de travail, non, monsieur mais on Davis. voit que vous êtes un podcast à la pointe. À l'américaine, c'est le métier. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la guerre des polices sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour parler ensemble d'un chef-d'œuvre du polar à la française, La guerre des polices 1979. Et ça tombe bien, Jeff, car grâce à toi, on tient le principal suspect, le grand réalisateur du film, Robin Davis, qui nous fait l'honneur de nous rendre visite dans l'émission et que nous allons passer à tabac avec des bottins pour pas laisser de traces. Mais c'est pas à moi ça, c'est vous qui... Robin, bienvenue. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? C'est un quoi? Un podcast. Non, un Chef-d'œuvre, ouais. Dis-le plusieurs fois. Ça m'intéresse parce que j'ai besoin de réévaluer ma propre valeur. C'est très bien. Ok. Formidable. Bah écoute, bienvenue. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Je trouve que c'est un podcast vraiment sympathique. Je le suis. Ça nous touche. Pas mal de vos émissions. C'était toi. J'ai vu pas mal d'invités. J'ai vu un type qui s'appelle Francis, mais je me souviens plus quoi derrière. Ford Coppola. Huster. Francis Ford Coppola. Francis Ford Weber. Voilà, c'était ça. Et vraiment là, ça volait haut, c'était super. Bah merci, ça nous touche beaucoup. J'adore. Non mais il y a un ton de liberté dans votre podcast à vous qui est sympa, c'est des contrastes. Ah, ça fait plaisir. Bah, ça nous touche énormément. Et... Je me permets une petite aparté. Je voudrais dédier ce podcast à un ami commun qui a changé le cours de ma vie et aussi celui de Robin, qui est monsieur Georges Lautner. Alors, où que tu sois, Georges, ce podcast, il est pour toi. Et Robin nous expliquera pourquoi Georges a aussi changé le cours de sa vie. Mais avant tout, laissez-moi terminer mon intro. Un petit rappel qui a son importance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast. En particulier sur la chaîne YouTube d'Abracadapod, avec chaque semaine une nouvelle vidéo de Romain Lénoff qui est avec nous aujourd'hui. Bravo Romain. Alors, c'est pas loin de Robin, mais c'est bien. Félicitations. Avant que Jeff ne nous parle de l'exceptionnel casting du film et du chef-d'œuvre. Ah oui, ça je veux bien le croire, parce que là on a été vernis. Ouais, bah ça on va en parler bien en détail. Donc un casting qui n'a rien à envier au meilleur polar américain, c'est pour ça qu'on va beaucoup en parler. Robin, tu nous ramènes sur les lieux du crime et tu nous racontes un petit peu comment tout a commencé. D'abord, j'étais étudiant, je peux aller jusque-là. Ouais, bien sûr. Mes parents voulaient que je fasse du droit, des trucs traditionnels, quoi, que je m'occupe de comptabilité, etc. Moi, j'avais envie de faire du cinéma. Action! Donc la première chose que j'ai faite, c'est de me fâcher avec mes parents, j'ai foutu le camp. Et j'ai essayé de trouver du boulot dans le cinéma. Mais quand on ne connaît personne dans le cinéma, les gens qui veulent rentrer dans le cinéma, les jeunes, ils le savent, c'est vachement compliqué. Moi, je reçois beaucoup de jeunes qui viennent me voir et qui espèrent que je vais pouvoir leur faire rencontrer des tas de gens. Mais c'est archi difficile. Mais à mon époque, on avait une chance, c'est qu'il y avait une revue qui s'appelle toujours Le Film Français. Et dans Le Film Français, il y avait la liste de tous les films qui étaient en préparation. Moi, en tant que jeune naïf et tout, j'ai écrit à tous les directeurs de production en leur demandant, et même à certains metteurs en scène à qui je pensais pouvoir m'adresser, en leur demandant s'il y avait une place de stagiaire sur le film qu'ils préparaient, qu'ils allaient mettre en tournée. La plupart du temps, soit je recevais pas de lettre, soit je recevais une lettre qui me disait gentiment « Non, nous sommes désolés », la phrase traditionnelle « L'équipe est au complet ». Alors c'est un truc, l'équipe est au complet, mais à quel moment il n'est pas au complet? C'est dans 3 mois que vous tournez. J'ai attendu quelques mois, je n'avais pas de réponse,
Et puis un jour, j'ai fait un truc absolument extraordinaire, c'est que je suis passé aux Champs-Élysées tout à fait par hasard, et je vois un film qui passe, dont on parlait beaucoup à l'époque, qui s'appelait Les Tontons Flingueurs. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Donc je me suis dit, il faut que j'aille voir Les Tontons Flingueurs, il faut que je m'imprègne un petit peu de ce qui se fait en ce moment. Je suis donc rentré dans la salle, j'ai regardé le film, je suis sorti et je me suis dit, enfin des films comme ça, mais moi je peux en faire 10 à la douzaine, enfin c'est nul, comment est-ce que je peux faire ça? Alors, franchement, ces 3 ou 4 cons là, gangsters, moi j'étais féru de Hitchcock, de Hawks, de Ford, le grand cinéma noir américain, et là je voyais pour la première fois une comédie sympathique, mais bon, donc je me suis dit, alors si ce type-là, Lautner, que je ne connaissais pas, mais dont on parlait, je me suis dit, je vais faire un truc, je vais lui écrire un scénario, parce que c'est vraiment facile à faire des trucs, pondre des trucs comme ça, à la Audiard, parce que le nom d'Audiard était connu. Donc, je m'enferme et j'écris une histoire, c'était l'enlèvement du pape par 4 gangsters. Alors évidemment, les 4 gangsters ressemblaient étrangement à des Lino Ventura, oubliés. Ah, donc le louche est inspiré pour l'aventure. C'est l'aventure, parce qu'ils enlèvent le pape dans l'aventure, c'est l'aventure. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu peux faire un procès, vas-y. Ah oui. Tu avais quel âge à ce moment-là, une vingtaine d'années? J'avais 22 ans, 21 ans. Wow. 21 ans, d'accord. Et donc j'écris. J'étais tout fier de moi. Et j'envoie à Lautner et à son assistant. Il se trouvait que par le biais de la famille, je connaissais Claude Vital, qui était son premier assistant. Je leur envoie à tous les deux. Il se trouve que, donc par miracle, le texte arrive entre les mains de Lautner. Et l'assistant me téléphone en me disant « Monsieur Lautner veut te voir demain matin. Waouh. Tu viens devant lui et tu lui parles. » Incroyable. Wow, je me suis dit, la vache, il a aimé mon scénario, je vais me faire un paxon avec le fric que je vais avoir. Jackpot. Je vais soit, si c'est pas trop mal payé, faire mon premier long métrage, soit à la limite faire un court métrage, mais ce sera au moins une signature, ce sera vachement bien. Je doutais de rien, j'étais d'une naïveté, d'une bêtise crasse à ce moment-là. Et donc me voilà, j'avais une voiture à l'époque, une vieille Aronde. C'était une caisse absolument pourrie. Il y avait pas de plancher. De plancher. Il y avait un trou. Il y avait un trou, donc on voyait Côté passager, ouais. Côté passager, le truc qui défilait. Mais bon, bref, je vais voir Lautner qui à l'époque mixait un film à l'autre bout de Paris. Et je rentre dans cette grande salle, c'était très impressionnant. C'est la première fois que je voyais une salle de mixage ou de doublage, je ne me souviens plus très bien. Et je vois cette masse énorme de Lautner là-bas. Tout de suite, il focalisait, il attirait la lumière. C'était un personnage extraordinaire. Ouais. Et donc je m'approche assez timidement quand même. Je dis bonjour monsieur, je m'appelle Robin Davis. Il me dit ah oui, très bien. Je lui dis, vous avez reçu mon scénario? Oui. Vous l'avez aimé? Non, c'est une grosse merde. Boum. Là, tous mes espoirs dégringolent parce que je m'étais fait un cinoche de fric. Le Perrette et le pot au lait. Là. Je me disais, à chaque fois que je m'approchais, je lui vendais 5 000, 10 000, 100 000. Quand je suis arrivé, c'était 1 million, rien du tout. Là, c'était rien. Et donc, je lui dis, c'est un peu long, hein, mais c'est bien. fondateur. Ah, Hein. Bah oui, non, mais pour ceux qui nous écoutent et qui veulent faire du cinéma, c'est Parce très. que c'est ça qui est intéressant, C'est c'est la super. réponse de Lautner. Les réponses de Lautner sont toujours très comment dirais-je, c'est une éducation. C'est pertinent surtout. Pertinence, c'est autre chose, mais là, pour Ouais. un jeune garçon, Ça forme le cas. forme. Ouais. Voilà. Et donc, il me dit, écoutez, non, votre scénario, c'est de la merde, franchement, c'est même pas la peine d'en parler. Par contre, vous avez fait un truc que les jeunes ne font jamais. D'habitude, on me téléphone, on me dit, est-ce que vous n'auriez pas une place d'assistant, comme ça se passe traditionnellement. Mais vous avez fait un effort, vous avez écrit un scénario, dégueulasse, bien sûr, mais vous avez fait un truc, vous avez fait un effort. Ouais. Alors, si vous êtes d'accord, je vous propose de travailler avec moi.
oh putain, alors là, les yeux qui incroyable, sont quand même. incroyable. Ouais. J'avais envie de l'embrasser. Je lui Ouais. dis, mais c'est formidable, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, bah, écoutez, j'ai besoin d'un secrétaire particulier, un assistant en même temps, et vous êtes engagé, vous travaillez dans l'équipe. C'est rare. Hein, Super. ouais. C'est quoi mon premier travail? Il me dit, bah, votre premier travail, vous me ramenez chez moi. Alors, j'ai un petit mouvement d'arrêt parce que je me suis dit, oh là là, s'il monte dans ma caisse, ça va. Avec le trou. Il y a des vieux linges derrière. Et donc, je lui dis d'accord, je lui dis rien, bien sûr, je ne préviens pas de l'affaire. Il rentre dans la voiture, il ne dit rien, il met bien ses jambes de chaque côté, pas passer sous la voie, parce que vraiment, il y avait un trou, hein, côté passager. Moi, c'était pas mieux, mais au moins, ça roulait. Et puis, il me dit, vous devez me ramener rue machin, hein, rue machin, tout ça. Je dis, je connais pas. Il me dit, je vous conduirai. Allez-y, je vais vous guider. Je fais 100 mètres et il me dit, stop. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vous êtes renvoyé. Vous êtes viré. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, vous avez pris un sens interdit. Alors je lui dis, excusez-moi, c'est l'émotion. Il me dit, c'est pas grave, mais faites un petit peu attention parce que là, c'est le début de votre travail. Et on est resté... Voilà, j'ai travaillé avec lui 6 ans. Il m'a fait tout découvrir. J'ai gravi tous les échelons, mais j'ai jamais voulu être premier assistant parce qu'il n'était pas facile dans le travail. Il y avait Claude Vital, je voulais pas prendre la place de Claude Vital non plus. Mais par contre, le jour où j'ai voulu foutre le camp, parce qu'au bout de 6 ans, ça va, on a fait le tour, il m'a dit non, tu pars pas. Si tu veux, tu fais la seconde équipe dans mes films maintenant. Ah, ça change tout. Waouh. Ouais. Donc j'ai fait la seconde équipe sur certains films. Mais tu avais une connaissance déjà des focales, de la caméra, au bout de la 6 ans, technique. oui. Ouais, au bout de 6 ans avec lui, en fait, oui, il t'avait parce appris. moi j'étais la petite souris, j'étais tout le temps derrière Lautner. Ouais. J'étais l'assistant, le deuxième, c'est pour ça que ça me plaisait bien, ou stagiaire. Mais il y avait Lautner, moi j'étais là. Et je regardais tout ce qu'il faisait. Comme son ombre, en fait. Ouais. Tu as épousé une ombre. Je m'imprégnais, donc je le voyais, il allait voir ses petits cahiers. Et puis il faisait des petits signes, il notait chant contre chant, plan large, plan serré, travelling avant, tout ça. Et je regardais comment il faisait. Donc j'ai eu une école gratuite, généreuse. Ouais. Il cachait rien du tout. Il me disait pas non, mais magnifique. Ouais. Non, il disait tu regardes, tu t'en voilà. Qui a bossé donc sur le Pacha, il était une fois un flic, La Route de Salina, La Grande Sauterelle, La Valise. Tous ces films un peu qui aujourd'hui deviennent mythiques, qui sont cultes, bien sûr. Qui sont les films. Il était tout flic à la valise, écrit par Francis, effectivement. Ouais. Voilà, que tu as rencontré à l'époque, en fait, mon père. Oui, je sais pas si La Valise c'était. Il était une fois un flic, c'est avant ou après? C'est avant, c'est le premier, en fait. Donc j'ai rencontré sur Il était une fois un flic. C'est drôle. C'est 72. 72, ouais, c'est ça. Et moi, j'ai été donc témoin évidemment lorsque je suis allé dîner chez Georges et que Robin était là. Le respect que Robin avait pour Georges, il le vouvoyait. Pourtant, ils étaient quand même proches. Et c'était émouvant. C'était vraiment le fils spirituel de Georges, c'est Robin Davis. Ça, c'est, j'en étais témoin. Il y avait un respect entre les deux. Père spirituel. En fait, c'était lui. Moi, j'avais une famille qui était un peu, disparate, dispersée dans le monde. Ils avaient leurs propres problèmes. Et comme toujours dans les familles, on s'occupe plus ou moins bien de ses enfants. Par contre, dès que vous avez trouvé un père spirituel, il vous prend. D'autant plus que moi, quand j'ai commencé, je lui ai dit, Georges, c'est jour et demi, c'est quand vous voulez, vous m'appelez à 1h, à 3h, à 4h du matin, je viens, je serai là, je suis votre âme damnée. Et j'étais tellement content de faire du cinéma. Faire du cinéma à l'époque, c'était un miracle, c'était extraordinaire. Et puis que Georges Lautner vous prenne sous son aile comme il l'a fait, c'est extraordinaire. Lautner, enfin, je ne mesurais même pas à quel point Lautner c'était important. Parce que pour moi, Lautner, comme je vous l'ai dit au cinéma, je suis tout ça. C'est petit à petit que j'ai pris conscience. D'abord, avec lui, j'ai appris. Il y a une chose que les jeunes réalisateurs aujourd'hui ne savent pas trop. C'est comment parler aux acteurs. Oui, je suis Monsieur Perrin, et ça ne va pas du tout, ça. Je veux le silence. C'est pour vous aussi, Morlock, hein, parce que ça ne va pas. Comment avoir une relation
pas seulement d'amour, mais aussi de haine, avec des gens avec qui tu vas travailler pendant quelques semaines et imposer sa force et son désir. Et Georges, je l'ai vu pendant des mois et des mois travailler avec des gens, des acteurs. Je vous assure, quand vous travaillez avec Lino Ventura et que Lino Ventura aime pas le film, parce qu'en apparence, on a l'impression qu'il aime bien tourner Ne nous fâchons pas. Vous avez certainement tous vu Ne nous fâchons pas, c'est un film de fou. Je veux pas que je prenne le volant. Non. Quand je conduis pas, j'ai peur. C'est un film de dingue. Lino, il sortait de films noirs tournés avec Becker, avec des tas de... Il se prenait au sérieux. Et d'un seul coup, Lautner le prend, le plonge dans le monde d'Audiard, dans le monde de Blier père. La violence engendre la violence. Avec des acteurs complètement starbés. Tu veux vraiment pas que je conduise? Et là, il aimait pas trop parce qu'il avait l'impression qu'on se foutait de sa gueule et que Lautner se foutait de sa gueule. Et peut-être avait-il l'impression que Lefebvre avait le beau rôle dans Ne nous fâchons pas aussi. Ça aussi. Alors je vous dis, c'était des acteurs de second rôle, mais qui volaient comme les enfants. Ils volent la vedette. Ils volent la vedette à la vedette. Donc, ce sont des enfants, c'est ça. Donc, il y avait des affrontements entre Lino et tu avais été témoin sur Ne nous fâchons pas du clash. Et j'ai été témoin d'un clash absolument extraordinaire, parce que ça, on peut le raconter, c'est tellement une époque merveilleuse, parce que, évidemment, Georges était en admiration devant Lino, évidemment, et en même temps, il était dans son monde à lui, et le monde de Lautner, c'est un monde de doudingues. C'est quand même des fous furieux, des faux gangsters, des malades mentaux. C'est Tarantino avant l'heure. Oui, c'est ça explose de partout. Et puis... Bon, les acteurs, certains avaient du mal. Lino, ça passait pas. Ça passait pas. Attends, ils avaient fait les tontons avant et les barbouzes. Oui, mais ça, c'est autre chose. Parce que dans Les Barbouzes, c'était pas un film de fou furieux. C'était un film... le film est fou furieux. Le film est génial. C'est même le chef-d'œuvre de Lautner. Aujourd'hui, à l'époque, c'était pas le chef-d'œuvre. Je vous le dis tout de suite. C'était considéré que pour ça que moi... la presse disait... mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma de merde? C'était trop en avance sur son temps. On jurait par Chabrol, c'était Truffaut, c'était une école... la nouvelle vague, en fait. C'était la nouvelle vague. Et puis tous ces gens-là, on était exclus. Alors, on ne voulait pas entendre parler à Lautner, c'était du pipi de chat. Mais c'est lui qui a fait les fondements d'une certaine génération de comédie. Donc, il a inventé... Et Lautner... Lino, non? Lino... Bon, compte tenu qu'il avait fait Les Tontons et que ça avait eu quand même un certain retentissement, pas un succès. C'est son premier film comique. C'est la première fois qu'on a découvert cette puissance comique de Ventura. C'était dans Les Tontons, non, je pense. Je pense. Ça, je ne sais pas s'il avait fait d'autres films avant ou pas, mais Lautner, il avait cette science du contre-emploi. Il avait d'abord ce savoir de l'humour noir. Il savait comment détourner les films. Quand on prend le livre du Monocle Riz Noir, c'est Jaune, pardon, et qu'on voit ce qu'il en a fait, on voit comment il détourne. C'est un détourneur de talent, Lautner. Les acteurs aussi bien que les sujets, et donc c'est un malin, il perçoit les choses, c'est formidable. Et c'est là où est le génie de Lautner, c'est qu'il a incarné pendant très longtemps cet humour français, mais en même temps, et c'est là où c'est un auteur, Lautner. Lautner, c'est un auteur en ce sens qu'il a érigé l'humour noir en art français presque universel. Enfin, je veux dire, c'est une réussite extraordinaire. Lino était mal à l'aise avec ça. Déjà dans le premier film, mais dans Ne nous fâchons pas, il n'aimait pas ça. Et à un moment donné, ça commençait... Ils se parlaient mal, tous les deux. Lautner en avait marre. Bon, il faut dire que quand on tourne un film,
de loin, ça a l'air sympathique, c'est vachement bien, on fait du cinéma, les caméras, tout ça, les acteurs sont gentils. Mais bon, le metteur en scène, lui, il est debout à 5 heures, il prépare son découpage, on vient le chercher à 6h30, on va à 60 km dans les montagnes pour tourner un truc, vous êtes sur place à 7h15 avec l'équipe qui vous demande c'est quoi le premier angle ? Ben, c'est celui-là, mais pourquoi tous les camions sont là ? Ben, parce que l'assistant nous a pas dit qu'il fallait les enlever. Ben, faut les enlever. Donc, commence tout de suite une espèce d'agression absolument extraordinaire. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Moteur! Allons-y! Moteur! Le metteur en scène est soumis à une pression. Tu le sais bien, Jeff. Vous le savez tout. Toi, tu dois le savoir. Ton père aussi le sait. Donc, il y a une espèce comment dirais-je, de compression même, tu vois, tous les nerfs qui sont là. Et donc, quand vous avez fini de votre journée, 8 heures, 10 heures après, que vous avez dirigé les gens, que vous avez fait des cascades, que vous avez dit à l'acteur secondaire, il faut pas faire ci, il faut jouer comme ça, que l'autre il veut pas, que bref, la couleur des lacets, s'il faut changer de slip ou pas, enfin. Le soir, à 19h30, vous êtes cuit de chez cuit, quoi. Comme ça, tous, on est tous pareils. Hein. Mais c'est justement le moment où l'acteur principal dit... c'est un peu long tout ce genre. Non, vas-y, t'inquiète. C'est vraiment le moment où l'acteur principal dit au metteur en scène, bon, écoute, faut qu'on se parle. On a des trucs à se dire, là. Le metteur en scène... Donc c'est Lino qui dit ça à Georges. Oui, incroyable. Lino qui dit, faut qu'on se parle. Ça va pas, non. Bon, déjà, Lautner, il était assez... Il avait les chocottes. Hein. Lino, c'est impressionnant, quand même. Lautner qu'il était, avec Delon, ça n'a pas été de la tarte. Hein. Il a fait ses 10-12, il est debout depuis 14 heures. Et Lino lui dit, rendez-vous ce soir à 20h, après le tournage, au Negresco. Il était logé au Negresco à Nice, un grand hôtel, là. Et on va parler. Lautner dit, oh putain, mais qu'est-ce qu'il va me dire encore? Il va pas, tout ça. Et il me dit, Robin, tu viens avec moi. Je dis, je n'ai rien à faire dans cette histoire. Mais tu viens avec moi, tu restes à côté, et puis tu notes bien tout ce qu'il dit. Donc on va au Negresco, il est 8h, je vois Georges qui arrive, il avait déjà tendance à piquer du nez. Il s'assoit, on se met dans les fauteuils. Lino arrive, moi j'étais là, il dit qu'il fait là, lui, moi. Ouais. Rien, il me raccompagnera en voiture, c'est lui qui... Alors, d'accord, il ne met pas trop qu'il y ait un témoin, mais bref, il dit rien. Et puis, Lino commence à dire, non, écoute, là, dans cette scène, c'est absolument ridicule, il n'est pas question que je fasse ça. Dans telle scène, moi, j'aime pas, parce que c'est lui qui a l'avantage, et moi, j'aime pas que c'est moi la vedette et tout. Elle avait repris tout le scénario, en fait. Il avait le scénario, il disait page 12, il se fait ça, page 17, il fait ça, page 15. Wow. Et je vois mon Georges à côté. Et alors, Lino était plongé comme ça, page 17, page 19. Et moi, je vois Georges à côté. On s'est piqué du nez. Tiens, c'était fini. Pendant 7 minutes, plus de radio, plus rien, il n'était pas là. Et à un moment donné, Lino lève les yeux. Et il me regarde, il dit, mais il dort ce con. On en avait parlé dans Il était une fois un flic, effectivement. Et il tape comme ça sur sa chaise. Ok, bah alors tu m'écoutes pas, tu fais tout ça. Ouais. Et Georges était confus, il savait pas quoi dire. Et moi j'ai eu un mouvement comme ça, j'ai trouvé que c'était trop de la part de Lino. Ouais. J'ai dit, bah oui, on est debout depuis 5 heures du matin, vous arrivez, vous avez des moments de pause, et lui il a rien. Ouais. Il a pris sa défense. Voilà. Alors, je dis pas que moi je n'interviens pas dans la discussion, je dis simplement qu'on peut avoir des mots. Il m'a dit, lui, je ne veux plus jamais le revoir. Blacklisté. Voilà, arrêtons avec ne nous fâchons pas. Ça a été un moment de bonheur. Bon, en tout cas, c'est l'école Lautner t'a permis de t'affranchir et de faire ton... Oui, c'est ça, tes propres films. De travailler sur les scénarios, de savoir pas seulement comment on se comportait sur un plateau, mise en scène, mais aussi, après, il y avait tout ce que les autres ne savent pas, les autres assistants. Moi, j'étais là tous les jours au montage. Non, là, juste la meilleure école de cinéma du monde, quoi, en fait. C'était extraordinaire. Le soir, et puis même après le film, il me disait, tu viens au montage, tu me donnes ton avis, je regardais, il y avait une osmose en tout bien, tout honneur, hein, je le dis bien, il n'y avait pas de... Donc,
Il m'a emmené au montage. J'étais très copain avec tout le monde parce que je me retirais. J'étais pas là pour bouffer l'air des autres. Ouais. Je regardais. Et Georges, je savais que tu voulais être metteur en scène aussi et que un jour tu allais passer. C'est sans doute pour ça aussi que. Qui t'a formé comme ça. Ouais. Mais bizarrement, ton premier film, toi qui étais plutôt à la comédie populaire de Lautner, ça a été plutôt un film d'horreur. Un film d'auteur, pardon. Tu me dis que le film était une horreur. Non, c'est pas bien, mais en plus, il y a Bernard Blier du Philo, un film un peu méconnu, mais il va bientôt ressortir en Blu-ray, qui s'appelle Ce cher Victor, que je vous invite à découvrir, qui était plutôt un film d'auteur, donc pas du tout dans la veine des films de Lautner. Parce que moi, moi, c'est-à-dire, ayant toujours travaillé aux côtés de Lautner, mes metteurs en scène à moi, ma culture à moi, c'était, je ne sais pas, la culture des grands auteurs, des grands metteurs en scène. Et tu disais plus des films anglo-saxons, a priori, américains en fait. Pas forcément anglo-saxons, il y avait aussi bien des films suédois, des films américains, des Ford, des Walsh, des Mizoguchi, des films japonais. Donc très cinéphile, déjà. Moi, la révélation que j'avais eue à l'époque, c'était Kazan. America a été à un moment sublime pour moi et j'ai compris ce que c'était que la mise en scène, une vraie mise en scène avec un vrai auteur, avec, quand je dis une vraie mise en scène, quelque chose de sublime et de lyrique. Lautner, c'était la comédie, ça reste quand même toujours, il faut être honnête. À un moment donné, je me suis dit bon ça va, j'ai fait le tour avec Georges et sympathiquement, je lui ai dit Georges, je vais être obligé de vous quitter parce que maintenant j'ai envie de voler de mes propres ailes, comme tout assistant devrait faire. Il y a des assistants qui veulent être professionnels assistants. Il faut avoir un certain, je dirais même pas courage, mais un peu de folie quand même pour se lancer dans le bain. On connaît les grands assistants comme Claude Pinotto ou Costa Gavras qui sont passés ensuite à la mise en scène, mais c'est pas fatalement un passage pour la mise en scène. Il y en a heureusement, il y en a plein. Bien sûr, pour qui c'est une finalité l'assistanat. Bien sûr. Pinotto est un exemple parfait. Costa encore mieux. Enfin. Et pour ce cher Victor, tu as fait consulter ton scénario, il paraît. Par quelqu'un. Ce cher Victor, j'écris Ce cher Victor. Ce cher Victor est une expérience personnelle. Je voulais raconter l'histoire de mes grands-parents, qui étaient un couple qui vivent ensemble et qui s'insupportent. C'était des Slaves, ils venaient de Pologne et ils n'arrivaient plus à vivre ensemble. On vivait à Metz, j'avais 4-5 ans quand j'étais avec eux. Et je voyais tout le temps la vaisselle qui valdinguait, des prises de bec. C'était verbal, hein, je voyais les prises de bec, c'était terrifiant. J'écris ça avec un copain à moi. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même que je fasse viser ça, d'une part, par mon maître, Lautner. Bon. Dans un premier temps, je donne mon scénario à Lautner, qui me dit « Oui, c'est bien, c'est bien. » Mais, il t'a pas dit c'est de la merde comme le premier, au moins. Non, il m'a dit c'est pas mal. C'est pas son monde à lui, parce que c'était quand même très 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 méchant. Moi j'adorais l'humour noir. J'allais plus loin que Lautner, parce que c'était vraiment un couple. Là j'en avais fait un couple dont l'idée fixe de l'un était de supprimer l'autre, de le détruire. Pas de le supprimer, mais de le détruire moralement, physiquement, etc. C'était très méchant. Tu m'énerves, hein? Tu arrives à des heures impossibles, tu calmes cette vieille belleuse et tu me donnes la saucisse à manger. Et t'as juré de m'énerver, ma parole! Depuis quelque temps, c'est toi qui m'énerve le plus. Donc Lautner était assez mal à l'aise avec ça, mais il me donne un ou deux conseils. Il me dit, tu vois, ton personnage féminin principal, c'est une concierge. Trouve autre chose, c'est pas bien. C'est pas, voilà, c'est concierge. On en a vu plein des concierges à un cinéma des années 50. Je dis, merde, alors qu'est-ce que ça peut être d'autre? J'en sais rien, me dit-il, moi, je sais pas. Cherche. Et là, j'ai une idée absolument extraordinaire. J'appelle Francis Weber. Qui ça? Francis Weber. Ça te dit quelque chose? Non, il a fait carrière dans le cinéma, ce monsieur. Parce que Francis Weber avait une qualité rarissime à l'époque, mais vraiment rarissime. Quand il écrivait un scénario, que ce soit... tous ceux qu'il a fait avec Lautner et même d'autres qu'il écrivait pour lui, il téléphonait à une dizaine de potes et il leur disait « Venez chez moi, je voudrais faire une lecture de ce que je suis en train de faire, d'écrire, et j'ai besoin de votre avis. »
Et il avait ce don, mais absolument extraordinaire, de nous faire pisser de rire en faisant cette lecture. Voilà. À plat en plus, sans jouer, simplement en lisant les mots. Il lisait. Et on était 4, 5, 6, je ne sais plus, chez lui. Il était habité à Neuilly. On riait, mais on lui dit, mais ça va être formidable ce truc-là et tout. Et donc, j'avais appris à le fréquenter un petit peu, puisqu'il avait travaillé avec Lautner. Et la première chose que j'ai faite, après avoir donné le film à Georges, je lui dis, Francis, est-ce que tu voudrais bien lire mon scénario et me donner 1 ou 2 conseils, parce que là, je tourne en rond, je sens que c'est pas ça. Ouais. Il lit, quand même, Francis Weber, il lit le truc d'un mec qui n'a jamais rien fait, très sympa. Et il me dit, mais tu vois, il dit pareil, sans avoir consulté Lautner. Il dit, tu vois, ta petite concierge, là, c'est sympa, mais ça reste... Voilà. Il faut en faire une diva, une chanteuse d'opéra. Oh la vache, ça, c'était l'idée géniale. Un déclic, tout d'un coup. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, le film a pris une allure un peu différente, ça devenait beaucoup plus lyrique. Et grâce à lui, j'ai réécrit tout le film en fonction de ce personnage. Et j'ai pu aller chercher des acteurs italiens. Je voulais Valentina Cortez. C'était une coproduction italo-française? Oui, il y avait à l'époque, ça se faisait. Oui, beaucoup, c'est pour ça que je demande. Ouais. Et donc, j'ai été chercher Valentina Cortez, qui m'a dit non, ça, c'est pas le problème, parce que j'avais vu Valentina dans le film de Truffaut, La Nuit américaine. Ouais. Et elle me dit non, moi, je veux pas, mais Alida Valli, prenez-la. Ouais. Alida Valli, c'était Senso. C'était un mythe, Alida Valli. C'était la beauté incarnée. J'ai eu un coup de cœur, et je me suis dit, c'est elle qu'il faut. Voilà, en face de Blier, parce que j'avais Blier, Dufilo. Extraordinaires acteurs. Je me suis dit, bah voilà, c'est un coup. Des monstres trio sacrés. merveilleux. Ouais. Donc, Alida Valli. Alors, quand les critiques français ont vu Alida Valli et le film, les critiques ont dit, mais qu'est-ce que Romanovis a fait à Alida Valli? Comme si c'était moi qui avais fait quelque chose. C'est les ans qui avaient fait quelque chose à bien dire. sûr. Moi, j'avais rien fait. Ouais. J'avais simplement utilisé Alida, qui m'avait remercié en me disant, merci, je ne tourne plus depuis 10 ans, 50, je ne sais pas combien. Et donc, elle a été plus qu'extraordinaire. Ah ouais, et puis heureuse d'être sur le plateau. Le film a été sélectionné à Cannes. Et avant qu'on en vienne à la guerre des polices, j'aimerais juste un dernier truc. Ouais. Avec Georges, pour la route de Salina, vous êtes allé à Hollywood, rencontrer un mythe. Ah, moi, je ne suis pas allé à Hollywood. Lui, il a été à Hollywood. Ouais. Lautner est parti à Hollywood chercher des acteurs pour la route de Salina. Pour la route de Salina. C'était son actrice. Ouais. Donc, il a vu pas mal d'actrices. Je ne me souviens plus lesquelles, mais peut-être tu le sais. Toi, il en a vu quelques-unes. Il a eu une fin de non-recevoir. Jusqu'au moment où il tombe sur un mythe. Le mythe, c'est Rita Hayworth. Wow. Quand elle est arrivée aux Canaries pour le tournage, bien sûr, j'étais là, il est tout le temps là, ce Robin Davis. Et donc elle est arrivée, elle pleurait, la pauvre, elle disait jamais, ça fait 10 ans qu'on n'a pas... Le téléphone ne sonnait plus. Ouais. Wow. Et donc Lautner l'a chouchoutée, l'a adorée. Ouais. Elle revivait, parce que là, elle n'était plus rien, elle n'existait pas. Elle venait de sortir d'un film espagnol où tout le monde la traitait comme de la rien. Ouais. Alors que nous, c'était Rita. Gilda, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est beau, ouais. Ça. On voulait lui mettre des gants. C'est drôle. Voilà. Que de beaux souvenirs, merci. En tout cas, parlons à présent de la guerre des polices. Merci pour ce prologue. C'était très sympa. Parlons de Francis Weber maintenant. Non, ne parlons pas de Francis Weber. Mais 4 ans après ce cher Victor, la guerre des polices. Un polar, c'était un genre que tu aimais bien, le polar ou... Oui, évidemment. Tu avais des modèles avant, parce que moi j'ai été frappé par à quel point il est réussi pour un premier polar. Mais il voulait pas au départ, tu voulais pas faire de polar. Après ce cher Victor qui était à Cannes, je m'étais mis dans la tête que de faire des films d'auteur, des films qui me ressemblent. Encore une fois, voilà, ça va bien. Lautner, la période Lautner, c'est fini. Maintenant, il va faire ses films. Il va dire au monde ce qu'il pense. Et j'ai commencé à écrire je vais faire une adaptation d'un livre de Samuel Beckett. Un truc impossible. Je fais ça, j'essaie d'écrire. Je l'avais écrit, je le donne à Samuel Beckett qui me dit c'est génial, faut en faire un film. Je rentre chez moi,
J'avais l'autorisation de Samuel Beckett. Et je me dis, mais je suis dingue, moi, qu'est-ce que je vais... Ça va pas, je vais pas commencer à concurrencer. J'ai pas le intellect pour concurrencer Samuel Beckett. J'ai jeté le truc au feu. J'ai dit, je ferai pas ça. Je suis resté à écrire 10 films jusqu'au jour où il s'est produit un miracle. Et dans la vie d'un metteur en scène ou d'un type qui veut faire du cinéma, il faut que sa vie soit ponctuée de quelques petits miracles. Sinon, il faut pas faire de cinéma. Si vous n'avez pas un petit peu de chance... Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer un personnage extraordinaire qui est une productrice qui s'appelle Vera Belmont, que j'avais rencontrée dans un dîner 1 an et demi avant, et à qui j'avais parlé cinéma, comme ça, et tout. Elle m'avait dit, il faut continuer à faire du cinéma. Le film était... Cher Victor n'était pas sorti. Puis quand Victor est sorti, elle trouvait ça bien, elle... Et elle me contacte et elle me dit écoute Robin, il faut pas que tu restes dans ta tour d'ivoire, là ça suffit comme ça, arrête de penser à Samuel Beckett et à je sais pas quoi, et que tu es près du public, Lautner t'a formé pour aimer le public, tu as certainement ce pouvoir de savoir être en contact direct avec les gens. Voilà, pas forcément les intellos. De toute façon, tu ne seras pas un intello, tu ne seras jamais un intello. Et voilà. Et elle me dit, est-ce que ça te plairait de faire un film policier ? Ah ouais, un film policier, c'est toute la mythologie du cinéma américain, le film policier. Le film noir, c'est formidable. Et elle me dit, je te propose un film, et ça s'appelle La guerre des polices. Alors déjà, là, j'ai un arrêt sur image, et parce que je me dis, mais la guerre des polices, mais quel titre ringard, quelle nullité, qu'est-ce qu'elle me propose encore, un truc à la con. Je retombe dans mon ornière de merde. Parce que à l'époque, la guerre des polices, pour moi, c'était très, très, très trivial. Après, le titre a pris de la noblesse, parce qu'il y a eu vraiment la guerre des polices. Mais à l'époque, ça n'existait pas, la guerre des polices. On ne connaissait pas. Il n'y avait que la guerre des étoiles qui était sortie. Il y avait la guerre des étoiles. En plus, derrière la guerre des étoiles, appelé un film La guerre des polices. Et puis je lis le sujet et je me dis, merde, c'est quand même pas mal. Il y a une idée là-dedans qui n'était pas... Le sujet n'était pas là. Et donc je me suis dit, je vais travailler et je vais m'entourer de gens. Et surtout, je vais refaire toute cette structure et changer les mentalités qui existent dans le cinéma, parce que le samouraï, tout avait été dit. Sur la police, sur le genre, sur les flics. Les films de Melville, sur le trench coat, sur le chapeau, le machin. Qu'est-ce que vous voulez faire derrière des chefs-d'œuvre comme ça? Il y a eu quelques chefs-d'œuvre même. Bon. Donc je me suis dit, maintenant, c'est un nouveau temps, c'est des nouvelles polices, il faut gamberger. Et je dis à Vera Belmont, écoute, d'une part, tous les flics, à part les 2 vedettes, bien sûr, parce qu'il faut les 2 vedettes, c'est des jeunes, entre 20 et 25 ans. N'excite pas, bébé, je suis de la grande maison, l'anti-gang, tu connais? Tu ne m'appelles pas bébé. Et tu mets tes mains sur ta tête du con. Super casting. Fini, voilà. Fini les flics, on voit. La papa, truc et tout. Maigret, ouais. Donc il faut que ça respire avec la musique, parce que l'énergie. Moi, j'étais formé aussi au film d'Arthur Penn, au film de Gordon Douglas, où les mecs américains, ils fonctionnent sur la vitesse. Ouais. Et en France, on était plutôt dans le genre le mec il traverse, il ouvre la porte, il arrête le mec. C'était Lino, quoi, dans les films noirs. Maigret, quoi. Gabin, ouais. Maigret, Gabin, tout ça. J'avais fait tourner avec Gabin et Lautner, c'était le mec il avançait à 2 à l'heure. C'était bien, mais c'est pas ce que tu voulais faire. Non, moi, je me suis dit, il faut que le film fonctionne sur la vitesse. On a engagé Claude Brasseur, Marlène est venue par la suite. Qu'est-ce que je fais là, moi ? C'était plus compliqué, parce que au départ, c'était pas Marlène que j'avais dans la tête, c'était Maria Schneider, parce qu'elle me semblait correspondre à son époque. Ouais. Maria, elle a eu des problèmes
terribles qu'on connaît. Ouais, bien sûr. Tout. Donc les assurances m'ont dit non, il n'est pas question. UGC m'a dit il n'est pas question. La pauvre, j'étais très copain avec elle, j'aimais bien. Mais tu voulais pas de Marlène Jobert, toi, quoi qu'il arrive, au départ. C'était pas Marlène. Le problème de Marlène, que je connaissais un peu, puisque j'avais fréquenté Audiard, c'est que pour moi, elle symbolisait la comédie française, la comédie à la française. Une légèreté, côté pétillant. Ouais. Voilà, et donc j'ai rencontré Marlène, parce que Vera m'a dit, si on a Marlène, le film est fait, on n'a pas de soucis et tout. Je lui ai dit, oh, écoute, non. Et donc j'ai rencontré Marlène, et j'ai dit, écoutez, Marlène, vous n'êtes pas mon personnage, parce que moi je vois plutôt un mec, le flic et tout. Et elle a été d'une intelligence, d'une perversité aussi, et d'une acuité intellectuelle fantastique, parce que elle m'a dit, écoutez, on se donne rendez-vous dans 8 jours, et on se reparle. Elle s'est transformée, elle est arrivée, et là j'ai vu une espèce d'ange, pas le personnage du tout que j'imaginais, et je me suis dit, mais attends, connard, c'est à toi de changer, c'est pas toi qui vas faire changer le monde. Ouais. Donc tu dois changer d'esprit, changer d'état d'esprit. Cette fille, elle a une espèce d'innocence, de candeur. Oui, c'est pas la flic comme on voit un peu partout et tout. Et donc j'ai dit à Vera, écoute, au départ je lui avais dit un peu, écoute, je suis pas sûr que ce soit vraiment Vera gueulait comme un bourdon. Ce sera elle ou il n'y a pas de film. Donc j'ai dit à Marlène, écoutez, vous êtes la bienvenue, moi je Bravo. Mais arrête, nom de Dieu, je te dis que c'est nous. Mais je vois bien, du con que c'est vous. Et moi je suis à poil. Mais il faut dire que je l'ai soumise à rude épreuve, parce que la fameuse scène où elle est nue, où elle approche... Mais justement, je voulais parler un petit peu de cette scène parce qu'elle est extraordinaire. C'est Godard qui dit un film, c'est une femme avec un flingue, mais toi, tu as perfectionné la formule parce qu'elle est nue et c'est Marlène Jobert. Donc là, c'est extraordinaire. Oui, mais c'est là où Marlène est une femme extraordinaire, parce que je lui ai dit, Marlène, il faut que vous me fassiez... Vous voyez, hein, Marlène, il faut que vous me fassiez confiance. Je vous assure, ce sera beau, ce sera pas moche. Il y a un chef opérateur qui venait de Cuba, qui s'appelait Ramon Suarez, qui était un fou illuminé. La photo est il avait fait les Charlots contre Dracula. Ah bon? Ouais. C'est le prochain podcast. J'étais pas rassuré avec lui, pour bien dire qu'au départ, j'étais pas rassuré. Mais il était tellement sympathique et un petit peu illuminé. Et j'ai dit, vous allez voir, je ne vous trahirai pas. Et on a tourné cette scène où quand même, elle doit sortir de la douche complètement nue. Avec incroyable, c'est un début de film. Comme ça, frontalement. Hein. Ouais. C'était mon deuxième film où une femme apparaît frontalement nue avec un flingue symboliquement et tout. Incroyable. Et elle m'a fait confiance. Et après, on a vécu des moments de bonheur extraordinaires. Et jusqu'au jour où un petit peu comme Lautner, les metteurs en scène ont des problèmes avec leurs acteurs. Moi, j'avais eu un problème fondamental avec Brasseur, c'est que on s'était mis d'accord au départ sur le personnage, et puis petit à petit, il y avait une dérive comme ça, et je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Je ne comprenais pas, j'ai eu une discussion terrible avec lui. Je sens que tu vas me mettre en colère. Et il en faisait des tonnes, il jouait acteur studio. Andreas Voutsinas. J'étais très malheureux, et oui. Et un jour, je lui dis, écoute, Claude, il faut qu'on déjeune ensemble et on se parle demain. Pareil. Il faut toujours qu'on se parle, à un moment donné ou à un autre. Et donc, alors, il y a une anecdote absolument extraordinaire, parce que Claude, on était à la cantine à midi, donc il y avait toute l'équipe qui était un peu par là. Il y avait Marlène qui nous regardait du coin de l'œil en se disant, qu'est-ce qu'ils sont en train de se raconter, ceux-là? Et moi, j'avais... Claude, en face de moi, avec Claude, il avait du poids, il avait fait des... J'avais tourné avec lui dans les Saints de Glace, enfin j'avais... assistant. Il était dans les Saints de Glace avec Lautner, c'était pas un homme facile, hein, non plus. Alors, Delon, c'était pas facile, mais alors multiplié par 2 avec Brasseur, le pauvre Georges, il en a bavé des... Bref, il est dans le film, et je ne trouvais ça pas bien ce qu'il faisait. Et donc je lui dis, Claude, je vais te dire un truc. Dans ce film, tu n'es pas mauvais. Tu es très, 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 très mauvais. Waouh. Et donc il me regarde. Waouh. Et je le vois qui
fais comme ça. Et là, je me suis dit, oh putain, c'est le moment que je prenne mon cric, parce qu'il faut le remonter, parce que sinon, je le perds pour tout le film. Et je lui dis, mais Claude, tu es un acteur extraordinaire, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, je ne suis pas contre toi, mais tu as 10 fois plus de talent que moi je ne peux en avoir, tu comprends tout, mais je t'en supplie, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas bien. C'est parce que je ne sais pas pourquoi depuis quelque temps tu joues un petit peu façon acteur studio, je ne sais pas qui te conseille, je ne connaissais pas encore, je ne savais pas qui était conseillé par Andreas Routsinas, qui était un metteur en scène, conseil pour acteurs, jeu pour de la méthode, ouais. Et je lui dis, Claude, tu fais des trucs que je comprends pas, tu te grattes, et puis après tu fais ça, puis après tu fais ça, puis tout ça là. Je lui dis, une fois monté, tu sais ce que ça donne, on dirait un singe qui fait comme ça, voilà. Si je monte les 4 plans derrière, c'est. J'ai dit, mais tu peux faire un truc. Comme Brando dans Sur les quais. Ouais. Brando, il fait un truc, il ramasse les gants de la dame, et puis après, il les lisse. Et ça, symboliquement parlant, il les enfile et il les lisse. Ça dit quelque chose du personnage et du rapport qu'il a avec cette femme. Et tandis que toi, tu fais des trucs j'ai dit, choisis-toi un truc. Tu veux manger du chewing-gum ? Mange une fois du chewing-gum. T'es pas toutes les 2 secondes en train de tirer comme ça devient épouvantable. C'est faux. Il n'était pas content, il rentre chez lui, et là, Marlène, qui avait quand même l'oreille qui traîne, elle me dit, oula, c'est dur, hein, parce qu'elle avait tout entendu. Ah, j'ai dit, c'est dur. Et elle a fait un truc, mais fabuleux, mais alors ça, vraiment fabuleux. Elle appelle le soir, c'est pas moi qui lui ai demandé, hein. Elle appelle Claude et elle lui dit, mais écoute, viens à la projection des Rushs, regarde ce qu'il fait le petit. Tu vas voir, c'est formidable, c'est nouveau, c'est vif, ça part dans tous les sens. Il y a une espèce de... Et moi, je suis très contente, mais viens voir. Et Claude est venu le lendemain, il a suivi son conseil, et il m'a dit, bon, allez, on reprend tout à zéro. Fantastique. On démarre. Et grâce à Marlène, je l'embrasse. Merveilleux. Mais c'est vrai qu'il y a une modernité, tu parles de vitesse, il y a une modernité dans le film. Maintenant, dans tous les films américains, tu as le FBI qui arrive et il y a des problèmes de juridiction, etc. On voit ça dans tous les films. Mais à l'époque, ça n'existait pas. C'est un peu un western urbain, carrément. Je voulais que ce soit un western. C'est pour ça que j'ai donné ce Colt à la fin, c'est carrément le duel. Là. C'est complètement. C'est très westernien. Là, on peut dire que je me suis amusé comme un fou sur ce film. Alors, c'était pas simple parce que même avec Vera, on s'est frité avec tout le monde. Moi, je me frite avec tout le monde. C'est plutôt agréable de se cogner comme ça. Mais c'est un peu ça la vie du metteur en scène. Combien de semaines de tournage, Robin, vous avez eu ? C'était très peu, hein, parce qu'on n'avait pas de rond. On avait normalement c'est 8 semaines, mais là je crois qu'on a eu 6 semaines. Incroyable, parce que c'est vrai que ça fait pas. Je dois beaucoup à mon assistant qui s'appelle Alain Maline. Marie, tu veux faire un petit café ? Qui m'a dit pour les flics là, moi je te propose des gens, et grâce à lui, il a eu l'idée de trouver Steve Nain, Étienne Chicot, de Sarthe. Alors justement, on dit souvent dans l'émission ce que dit Hitchcock, qui est meilleur est le méchant, meilleur est le film. Mais là, avec De Sarthe, tu as un type qui est terrifiant, incroyable. La façon dont il prend Steve Nain en lui mettant le visage dans sa main, qu'il a. On a peur. Mais ça, on n'osait pas à l'époque. Il faut se replonger quand même. C'était les années fin 70. Bah oui. D'où la modernité du film dont je parle. Je veux dire, ça fait 50 ans en arrière. Dans les fringues, la façon de s'habiller aussi. Aujourd'hui, on dit c'est vrai qu'aujourd'hui, on va 3 fois plus vite encore. Hein. Surtout que les plans, on sait très bien qu'il y a une rhétorique. On ne veut pas que les plans durent plus de 5 secondes. Bon, à l'époque, on prenait, mettons, 20 secondes. Mais l'époque d'avant, c'était carrément 45-50. Traverse toute la rue, ouvre la porte. Les masques de clown, c'est un hommage à l'ultime Razia et à Kubrick ou pas du tout ? Mais oui, bravo. C'est un mélange de tout. C'est ça, la culture, un petit peu. Hein. Formidable. On a des films dans la tête, on ne sait pas trop d'où ça vient. Quand Marlène se réveille au début, il y a ce groupe pop qui ça commence par le film commence par Motherfucker. Ça réveille. À l'époque, moi je me souviens,
les mixeurs disaient je l'enlève ça, je l'enlève. Mais qu'est-ce que tu enlèves aussi parce que je vais avoir la censure va vous emmerder. Mais quelle est la censure? Je les emmerde la censure. Il y a une idée, des bonnes idées de mise en scène. Je sais que dans les trucs classiques, quand ils vont braquer l'armurerie, vraiment il y a la caméra. Tout est filmé de l'extérieur. Bien sûr. De la vue. Et ça, je trouve que c'est une très très belle idée de mise en scène. Ça donne une urgence, c'était un petit peu Inspecteur Harry, vous voyez, tous les deux. Et donc je me suis dit, là il y a un point de vue qu'il faut, parce qu'il faut toujours, le metteur en scène doit avoir un point de vue, évidemment, c'est filmé comme ça. Et moi je me suis dit, la téléobjectif, allez, c'est filmé de très loin. Ce que je veux, c'est que le spectateur assiste à quelque chose d'horrible, c'est-à-dire la mort d'un pauvre gars qui traverse avec une armurerie qui est dévastée, le type qui vend les armes est complètement dézingué. Et là, c'est là où je prenais mon pied, c'est que je m'amusais avec les focales. Je me disais, comment aurait fait Gordon Douglas? Peut-être pas Gordon Douglas, parce que lui, c'était... Don Siegel. Don Siegel. C'est ça. C'est comment formidable. aurait fait Don Siegel? Comment aurait fait un tel? J'étais tout le temps en référence en me disant, alors il aurait reculé, il aurait... Voilà. Il y a ce naturalisme des années 70, effectivement, il y a une vérité extraordinaire. C'est vrai, et la façon de filmer Paris, c'est ce que disait le camarade Bruce Toussaint dans le podcast de la bonne année, c'est quand on filme Paris, à cette époque-là, et le Paris de fin des années 70, c'est un Paris particulier. Il y a le fourgon, les paniers à salade, les flics qui ont des képis, etc. C'est une autre façon. Et c'est des témoins d'une époque, en fait, ce genre de film. Absolument. Tirez pas, bougez pas, les mères! Moi, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu quand même sur le casting. Parce que c'est quand même exceptionnel, ce casting. Je vais vous dire quelques noms comme ça. On a effectivement, comme tu disais, Étienne Chicot. Gérard de Sarthe, on a Calfon, très jeune, qui est extraordinaire dans une scène fantastique. Je te dois rien du tout, je t'avais rien demandé. Puis les flics sentimentaux m'emmerdent autant que les autres. Salaud! François Perrier, peut-être un hommage aux samouraïs. Et moi, je suis là justement pour vous faire aimer de la société. Puisque c'est une espèce d'extension du flic qu'il a joué. Oui, d'une part, parce que de toute façon, François, il était partout. Et là aussi, je me suis... frité avec notre ami Brasseur, parce que François Perrier, j'avais dans la tête une musique bien particulière de ce personnage. Je voulais que ce soit, comme dans un film américain, un personnage qui parle très très vite. Très très vite. Très très vite. Perrier, c'était pas sa tasse de thé, c'est un très génial acteur, une présence formidable, un poids. Mais je voulais qu'il parle vite. Il sera recherché par vos deux services, qui travailleront conjointement, qui donneront un exemple admirable de coopération et d'harmonie dans la police. Et donc je lui disais, François, plus vite. Ça me fait penser à Francis, mon père. Plus vite, on recommençait les scènes 7 fois, 8 fois, 10 fois, jusqu'au moment où... Faites très attention, Balestra. Brasseur a pété un plomb, un câble. Il m'attrape comme ça et il me dit, mais vous avez pas honte, vous avez pas honte de faire travailler Monsieur Perrier comme vous le faites, c'est un grand acteur. Alors, je dis, mais il fait pas ce que je veux, mais il joue pas comme il devrait, c'est une honte, vous devriez respecter son âge et tout. Alors Perrier qui dirait, mais il faut pas respecter mon âge, bien sûr, vous jouez comme vous voulez. Incroyable. Et lui, Brasseur était fou de rage. Cet imbécile de fou, j'ai bien cru qu'il allait me taper dessus. À propos de grands acteurs, Claude Rich, dont on n'a pas encore parlé. Ah, Claude. Vous comprendrez jamais rien, inspecteur Carcin. Quand on a été le voir, je lui ai dit, écoutez, on oublie un petit peu l'autérisation du personnage. Un peu sympathique, drôle. Je jouais surtout des comédies. Et là, je lui ai dit, c'est un salaud, un personnage cynique. Il dit une phrase absolument extraordinaire. Il dit qu'il aime la loi. Mais pas l'ordre. L'ordre, il s'en fout. Et d'ailleurs, il serait lui-même un excellent fouteur de merde. Messieurs, je vous présente la reine des foireuses. Elle foire tout ce qu'elle fait, même avec des mômes. Il avait bien compris ça, et il a joué avec ça. On sent une perversité derrière le personnage, effectivement. Il est formidable. On n'est pas chez le commissaire Maigret. Il y a une phrase qui dit à Brasseur, je serais très reconnaissant à l'avenir d'aller faire tuer vos hommes ailleurs. Et même cette scène où il passe à tabac en garde à vue, ce petit gamin là qui est gay. Parle-moi de manéquin. Puisque je vous dis que je connais pas de manéquin.
Il est tout gentil avec l'usaire. En fait, je lui prends la main, il lui pète le doigt, mais c'est... Et je trouve qu'il a... Là où Brasseur a un rôle beaucoup plus... C'est un anti-héros, Brasseur, dans le film, très intériorisé. Il fallait imaginer Claude Rhys, parce qu'il a fait Oscar, Les Tontons Flingueurs, tu peux pas l'imaginer. Et donc il se fait pousser cette barbe, etc. Il est bluffant dans le film. Il est détestable, vraiment. Dans sa façon de parler. Il se réinvente dans le film. Et l'histoire de l'ulcère, là où il mange chez œufs durs et il boit du lait, c'est Angel Hart, De Niro qui mange chez œufs durs, boit du lait, c'est Léon. Ou Orange Mécanique. Oui, Orange Mécanique. C'est Patrick Laurent, l'auteur. Parce qu'il y a beaucoup de scénaristes, ce que disait Jean. J'ai une question, parce qu'on parlait de la méthode et de Stanislavski. En général, des acteurs qui se détestent dans le film, parfois poursuivent ça sur le plateau, ne se parlent pas. Quel a été le rapport entre Rich et Brasseur sur le plateau ? Je les reconnais. Cordial. Ils restaient pas dans leur personnage, ils jouaient pas le côté. Non, cordial et des vrais pros, quoi. Ils jouaient la distance. Ouais. Ils n'étaient pas copains. Ils arrivaient, ils avaient rarement, ils ont eu quelques scènes ensemble, mais pas beaucoup. Ouais. Mais ils entretenaient suffisamment de rapports distanciés pour que ça ne puisse pas les déranger. Ils avaient. Et les coïncidences. C'est un vrai respect, là. Les deux, là, ils ont été impeccables. Les coïncidences de la vie font qu'ils font ce film-là ensemble. Claude Brasseur a le César, et des années plus tard, ils refont un film ensemble, Le Souper. Ouais. C'est Claude Rich qui aura le César. Ah oui. C'est faux. Et Claude m'avait dit qu'il avait été surpris de recevoir le César. Pour lui, c'était déjà Patrick Devers qui devait l'avoir pour Série Noire, et comme Devers a eu des soucis avec la presse, etc., il s'est dit, c'est pour ça qu'il n'a même pas préparé de dialogue ni rien, il est venu, il a pris son César. Non, mais moi aussi, au moment où on a annoncé, le César est annoncé, j'ai pas entendu. Moi, je dormais à moitié dans la salle. Comme Georges. Et puis, il y a un type à côté de moi qui me fait clac comme ça. Je dis quoi ? Il vient d'avoir le César. Wow. Brasseur. Le César, de quoi ? De quoi ? D'interprétation. Ah ouais. Ah bon ? Voilà. Il y avait juste un César pour Claude, je crois qu'il y en avait deux. Non. Tu parlais d'Alain Maline tout à l'heure. Oui. Réalisateur de Cayenne Palace, un film que j'aime beaucoup. Oui, très sympa. De Ni avec toi, ni sans toi, et de Jean Galmo, aventurier. Il a dit une très belle phrase, Alain Maline. Il fait « J'ai amené un bloc de granit à Robin, et c'est lui qui a sculpté le film. » C'est joli, ça. Ouais. Vachement il bien. dit ça dans les bonus du Blu-ray. C'est un grand bonhomme. Je regrette qu'il fasse pas plus de films. Je comprends pas. Il s'est un petit peu expatrié dans une île. Non, je sais plus où il est. Je connais pas ce Mais monsieur. il y a un autre metteur en scène qui travaille sur ton film au montage, qui est José Pinheiro. Ah oui, José. Fantastique montage. Il a fait le montage de Cher Victor aussi. José Pinheiro, c'était la première fois la deuxième fois, pardon, on avait fait ce Cher Victor. C'est ça. Et donc, compte tenu de la nervosité de son montage, elle lui avait dit, il faut que tu retravailles avec moi. Très bonne idée, On a eu une entente, parce que c'est un type qui s'est coupé, clac, 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 comme... voilà, il n'y a pas de gras. Exactement. Il n'y a pas de gras, en plus, on enlève. Il y a un truc en général dans les polars, c'est quand on passe dans les scènes de famille, on s'ennuie un petit peu, on attend les scènes d'action. Je t'ai attendu hier soir. Alors que là, non. Là, quand il était avec sa petite fille Brasseur, c'est formidablement écrit. Ça, c'est grâce à Patrick Laurent. Il a écrit une très jolie scène. Elle est très belle. Ouais. J'ai eu la chance de trouver une petite fille qui est d'une beauté, d'une tendresse, qui joue bien avec son papa Claude, et la scène est très réussie. Il y a aussi un personnage que j'aime bien, qui est dans le film, qui a un second rôle, elle c'est Catherine Rétoré. Ouais. Ah oui. L'indique, la balance un peu. Fourgue, fantastique. Là, c'est celle qui fait des sculptures, c'est ça. Il lui met le tampon sur la tête. Là, putain, c'est ça, cette scène du tampon. Ça fait film américain. Au C'est dans le départ, bon sens du c'était terme. un homme, et puis après, je me suis dit, non, il faut que ce soit le personnage. Ouais. Et puis, quand j'ai rencontré Catherine, je me suis dit, elle est merveilleuse, cette môme-là. Elle a eu peur de rien, elle se fait ressortir une émotion. Quand tu as un metteur en scène, lui aussi, il est sensible à ça. Ouais. Sans que l'émotion, un acteur, c'est le maîtriser. Moi, c'est toute cette jeune génération, la plupart, on fait qu'à rien. Et Calfon, qui dit à un moment donné, même pour coincer Hitler, j'aurais pas aidé les flics. Ouais. Cette phrase, elle claque, quoi, tu vois. Tu as fait Féodor Atkin aussi. Attends, il y a Rufus, il y a Jean Rougerie. Je veux dire, tous les second rôles sont extraordinaires. C'est ça qui est étonnant. Dans une scène absolument. Avec des poulets. Avec les poulets. Tu aimes bien ça, entre les dindons dans le choc et les poulets, hein. Les dindons, c'est un autre truc. Les dindons, c'est une vengeance personnelle. Tandis que là,
C'était simplement pour montrer à quel point les flics, les poulets étaient horribles dans l'exercice de leur fonction. On va parler un peu du scénario. Est-ce que vous avez un gros travail journalistique? Parce que ça fait vrai, ça fait comme les films de Michael Mann. Ils sont nombreux, hein. Ou comme où on a l'impression... Oui, il y a beaucoup de gens au scénario, effectivement, où il y a Alors, au départ, ça vient de deux journalistes, enfin un journaliste, Patrick Laurent, Jacques Labib. Ah bah voilà, Jacques Labib travaillait à RTL à l'époque, je me semble bien. Et il y avait un scénariste avec lequel il travaillait, et ils avaient fait un vrai dossier sur la guerre police, ça se sent, sur la guerre que se menaient les services. Mais c'était un dossier, c'était pas encore complètement un scénario, c'était bien, il y avait tout, sauf qu'il n'y avait pas de garde des polices. C'est ce que je leur ai dit, mais c'est un dossier sur des services qui se tirent la bourre, voilà, on pique un dossier, je dis, c'est où la garde des polices? Pour moi, faire la guerre, c'est descendre un mec, c'est se taper dessus, c'est se faire du mal. Ah ben non, ça n'existe pas. Ben, ça n'existe pas. On va le créer. C'est ça le cinéma. Et c'est là où le film est fort, je trouve. C'est que on a complètement anticipé des choses qui allaient se passer quelques mois plus tard. Parce que la guerre des polices, c'était sous-jacent. On ne savait pas que ça existait, enfin les gens entendaient très peu parler, et d'un seul coup ça a explosé avec l'affaire Mesrine, parce que vraiment Mesrine a été descendu, parce qu'il y a eu une réelle guerre des polices, c'est-à-dire la brigade territoriale contre la... Broussard avec l'anti-gang. Il ne s'était pas refilé, alors l'anti-gang voulait avoir la primeur de descendre. C'est exactement le film, quoi. C'est fou. C'était synchro, parce que Mesrine meurt le 2 novembre, le film sort le 19 novembre. Donc vraiment, c'était vraiment dans l'actualité. C'est pour ça c'est prescient, que je disais tout à fait au début, un metteur en scène doit avoir un peu de chance. Je l'ai eu 3 fois dans ma vie. Plusieurs fois même. Quand même. Kinopod, c'est la 3e. Avec Kinopod, vous pouvez vous... gratter. Il n'y a pas le mot podologue là-dedans. Vous avez pas mal aux pieds avec vous. Et donc... La chance qu'a eu ce film, c'est que quasiment à quelques jours près, Mesrine a été descendu. Je ne dis pas que c'est une chance, c'est autre chose. Mais simplement, le film est sorti. Et dans François... il y avait écrit « Mesrine tué à cause de la guerre des polices ». Wow. Et le film a pris une ampleur là d'un seul coup. Énorme succès en salle, tout le monde s'est précipité. Ça a été extraordinaire. C'est formidable. Mais il y a un truc que le film capture très très bien aussi, c'est cette espèce d'humour un peu potache et parfois un peu noir qu'ont soit les soldats, les flics, etc. Parce que entre le piège à lapin, le piège à con, le piège à rat, il y a beaucoup d'humour dans le film sous-jacent. Alors ça c'est moitié moi et moitié Manchette. D'accord. C'est Étienne Chico. Ce qui est de moi, c'est quand Marlène est surprise par un exhibitionniste. C'est formidable. Pardon ? C'est Richard Allan, oui. L'acteur. Ah, bravo. Acteur de porno, c'est qui est un pote, hein, donc Richard, si tu nous écoutes. Vrai acteur. Jeff est un spécialiste. Parce que là, je me suis dit, qui va faire ça ? Ça, c'est une idée que j'avais eue. Ça, à l'époque, ça faisait rire. C'est fantastique. Quand elle montre son calibre à elle, c'est étonnant, ça. Et bien, par contre, à la fin, là, dans le pot de lapin, machin, et tout, ça c'est Manchette. D'accord. Parce que j'avais dit à Manchette, écoute, là, il me manque un truc, c'est un peu trop, tu vois, c'est traditionnel. Mais fais-moi un petit dialogue là, il l'a fait. Ah, Manchette, je l'adore. Piège à rat, piège à lapin. C'est Étienne Chico qui dit ça. Ouais. Est-ce que Chico avait une dent contre l'anti-gang ? Bravo. Humour. Ça, j'oserais pas le faire. Même moi, j'oserais pas. On l'enlèverait au montage, parce que c'est pas digne de toi. Et en plus, l'année où tu sors, quand même, en 79, il y a une série de films. Paraît-il, ouais. Attends, il y a juste Apocalypse Now, qui c'est la même année, hein. Deer Hunter, Alien, Les Moissons du Ciel. Deer Hunter ? Oui, les Voyages au bout de l'enfer. Buffet froid, Série noire, Manhattan, Halloween, Flic ou voyou. Et en novembre, il y avait quand même Les Bronzés font du ski, Le Plus vert rouge, Don Giovanni, Le Dracula, Tess et Moonraker. À propos de Tess, il y a eu un compliment du metteur en scène de Tess. Oui. Je te laisse le dire, évidemment. J'avais rencontré Polanski, et quand le film est sorti, Polanski, à l'époque, on fréquentait tous une boîte... le Palace ou ces boîtes-là, on se rencontrait dans ces trucs-là. Et j'avais rencontré Polanski qui m'avait dit « J'ai vu ton film, vachement bien, parce que tu vois, ça ressemble à un film américain, je te félicite. »
pour moi, c'est le compliment des compliments, parce que pour moi, le cinéma américain... Avec une vraie identité française en même temps, c'est ça qui est bien fort. sûr, Ouais. bien sûr, non mais... Ouais. Le réal de Chinatown qui dit ça. Quand il m'a dit c'est la vitesse, tout ça, parce qu'à l'époque, c'était vite. Hein. Ouais, Même bien si sûr. aujourd'hui, ça paraît encore. Les gens m'ont dit c'est lent. J'ai dit oui, c'est lent pour aujourd'hui. Je te dis, c'est précurseur des séries télé comme The Wire. Je sais pas si tu connais, c'est où on a justement, on étudie vraiment ce que font les flics. Et il y a cette rapidité. Malheureusement, je sais pas où le trouver The Wire, mais c'est sur une chaîne. Ouais, j'y ai pensé en voyant le film parce que c'était. Vous imaginez un peu les titres des journaux? Alors, le juge François libère un prisonnier qui en profite pour... Oui, bon, et alors? Mais il y a une scène qui est fantastique et c'est celle avec Ludmilla Michael quand ils sont dans le supermarché aussi. J'adore toutes les scènes de supermarché dans les cinémas, dans les films. Et quand que ce soit le Big Lebowski ou The Long Goodbye, à chaque fois qu'on est dans un supermarché. Ils sont dans un mammouth. Ouais, et tu as cet imitateur de Funès qui est c'est surréaliste d'un coup ce type. C'est toujours le même principe. Moi, ces scènes où on explique des trucs, vous allez faire un flag, vous allez faire ci, voilà. Là, ça m'emmerde. Exposition, ouais. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un truc qui casse un peu tout ça. S'il vous plaît, pas vous, monsieur, madame. Alors, il faut vous dire qu'à l'époque, je faisais aussi beaucoup de films publicitaires. Ok. C'est la grande époque du film de pub. Et moi, on me demandait pas mal parce que je commençais à avoir du succès. Et j'avais trouvé ce type qui, dans un film publicitaire, imitait De Funès, et je l'avais trouvé assez extraordinaire. Je lui ai demandé est-ce que tu serais d'accord à réitérer ton numéro il m'avait dit d'accord, donc je l'ai pris dans... Oui, il est dans le background. C'est pour les pubs, c'est pour la confiture Bonne Maman. C'est ça. Et Claude porte un nœud papillon. Ouais. Dans ce ça lui va mammouth, bien, on le voit. Ouais. Comme dans Un éléphant, ça trompe énormément. Ah, c'est vrai. Donc c'est un mammouth trompe énormément, on va dire. Oui, et dans cette scène. C'est ça, c'est dans cette scène-là avec Ludmilla Michael. Et il finit par manger la biscotte avec la confiture. Voilà. Ludmilla était un personnage... Placement de produit. Hein. C'est une formidable actrice à l'époque, elle était très demandée. Elle était un peu déçue parce qu'elle avait pas de rôle. Enfin, je veux dire, elle a une scène. Mieux vaut une bonne scène que... Je veux dire, tu peux voler un film avec une bonne scène. Regarde Ned Beatty dans Network, il a une scène. Il prend le film, ouais. Network, c'est un film formidable. Ouais, fantastique, ça, ouais. Mais oui, mais tu sais... C'est Rémi Julienne qui a fait les cascades, l'ami Rémi. Et je me souviens, il y a une scène quand on la revoit, quand il y a le braquage du fourgon, la voiture, elle s'arrête. Alors, bon, je sais bien que c'est un mannequin, mais... à 3-4 cm du motard, c'est impressionnant. Non, c'était un vrai mec. Et je lui avais dit, tu vas au plus près et tu le tues. Non. Je pense bien que c'était un... C'est pas grave si le tues. Ça a été tourné où, cette séquence finale? C'était tourné à côté de Paris. C'est encore Alain Maline. Bravo, chapeau. Parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, petit aparté, le rôle du premier assistant, c'était non seulement d'assister le metteur en scène, bien sûr, mais aussi de faire le casting de tous les seconds rôles. Wow. Parce qu'à l'époque, le rôle de casting directeur n'existait pas. Il n'y avait pas de casting directeur. C'est faux. Et puis de chercher tous les décors, et puis d'organiser le tournage, et puis de faire le plan de travail, etc., etc. Alors, il y a deux personnes qui ont été extraordinaires dans ce film, c'est Alain Maline et Dominique Besnéard. Ouais. Qui avait pris en charge Marlène, c'était le grand copain de Marlène. Bien sûr. Ils m'ont parlé avec des sanglots dans la voix, il était en admiration devant elle et il avait raison. Ouais. Et il est venu sur le plateau, il a tourné même il a fait de la figuration, j'ai encore des photos, et il a été formidable parce que moi, il m'a vraiment aidé avec tous ces gens-là. C'est un grand talent découvreur de talent. Il m'a trouvé certains rôles, notamment le petit homosexuel que Brasseur martyrise. Claude Rich. Non, c'est Brasseur qui, dans un hôtel, il martyrise. Je parle pas de la scène avec Claude Rich. Philippe Villiers. J'ai retrouvé son nom. Philippe Villiers. Voilà. Formidable. Le mec, il n'a pas eu peur. Il a joué sa scène à moitié à poil, encore une fois. J'aime bien quand il lui dit non seulement t'es intelligent, mais t'es pas con. Ça, c'est du dialogue. Ça, c'est du dialogue. À la Audiard. Ouais, magnifique. L'assistant chef-off, il y avait Thierry Arbogast qui a tourné avec une grosse carrière derrière. C'est incroyable. Hein. Et le preneur son, c'était Pierre Beff, c'est ça? Qui a fait 37.2 et qui a eu un César pour Le Grand Bleu. Ouais. Vraiment, tu as pris des techniciens qui ont vraiment upgradé par derrière. Quoi, hein. C'était ce qu'on appelle un âge d'or. Mais là, il y a une... Tu sais, les grands films, on dit que c'est une conjonction de planètes. Il y a une espèce de miracle qui se fait. Ouais. Vous vous rendez compte, les acteurs que j'ai eu, Brasseur, Jobert, Rich, Staquet. Alors, Georges Staquet, dont je voulais parler, qui est avec Franck-Olivier Bonnet. Va falloir t'excuser tout de suite, machin.
Ouais. Tout d'un coup, t'as des mecs à l'américaine, t'as des Gene Hackman, des mecs qui font peur physiquement. Voilà, tu vois. Ouais. Stackey, c'était pour moi, c'est une légende. Ouais, C'est qui roule fou. C'est même pas un second rôle, c'est un troisième rôle. Incroyable. On note pas, mais qui sont là et qui ont une présence. Et ça, c'est le premier assistant qui trouve ces rôles-là alors, à l'époque. Celui-là. Ou Dominique Besnéard. Je crois que c'est moi qui les trouve. Je sais plus. Jean Rougerie aussi avec son collier de barbe. Là. Extraordinaire. Rougerie, c'est magnifique. C'était des acteurs que tu étais content de voir au cinéma. Et Poiret va raconter une super anecdote sur Jean Rougerie. Il fait un film avec son père où il est juste assistant, il fait la 7e compagnie, et Rougerie va dans les bureaux d'Alain Poiret, il dit « Je veux un rôle !» Il fait « Non, mais on cherche un rôle d'officier nazi, SS, non, c'est pas possible. » Il fait « Mais je parle allemand et ma mère est allemande, je suis fait pour... » Il fait « Non, désolé, Jean. » Et il part Furax, et il part louer des costumes, là-bas où tu louais des costumes à l'époque pour les films, et il loue un costume nazi, il prend le métro avec... Il revient dans les bureaux de la Gaumont et il défonce la porte d'un coup de pied, il se met à parler allemand. Et il l'embauche pour le rôle. Noch weiter, wir machen. Und ich mich nicht konzentrieren kann, das ist die Erschütterung. C'est pas moi. Moi, rien dit. Tu pourrais plus refaire aujourd'hui. Il est fantastique, on va faire Buffet froid là dans quelques jours. Rougerie est magnifique dans Buffet froid aussi. Blier fils, c'est un des plus grands metteurs en scène français. Ah bah oui, on va lui rendre hommage là très vite. Il a fait un truc que moi j'ai pas réussi à faire. C'est que moi, quand j'ai voulu faire Le Choc, j'avais écrit un rôle pour Alain. Bien bon, c'est une histoire très 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 compliquée, mais bref, le personnage au départ était une espèce de malade mental, un tueur qui vivait dans une cave, parasé, je crois, et tout. Oui, qui était complètement asocial. Et il n'aimait pas les femmes, il dansait sur les tables, il était ivre-mort tout le temps. Et Alain, à l'époque, était dans sa période resplendissante. Tour d'ivoire. Il était à la période édification du mythe Delon. Voilà. Et il me disait non, je ne peux pas faire un film avec un héros qui vit dans une cave, qui mange des nouilles toute la journée et qui déteste les bonnes femmes. Alors, votre histoire, elle est formidable, me disait-il, mais vous connaissez les truands, vous? Je dis, moi, personnellement, non, je ne connais pas de truands. Il me dit, moi, je les connais, je sais comment ça se passe. Un truand riche vit au 17e étage d'une tour avec un appartement. Bref, il m'a fait changer le scénario, tout ça. T'es un con, un sale con, je te déteste. Et puis d'abord, ton cadeau, il est tard. Il joue un autre personnage, il joue Delon. C'est rien ça, hein? C'est les mêmes airs. Delon, fait par Delon, le Delon qu'on connaît, le Delon de 3 hommes, de tous les films qu'il a fait lui, comme bien sûr. En scène, etc. Et donc, moi, je passe à côté de mon film, peu ou prou à cause de ça. Et par contre, quand je vois Notre Histoire qui sort et que je vois Bertrand qui a fait du personnage de Delon exactement le personnage que moi je voulais, alors je disais, merde, chapeau. D'avoir réussi à le faire jouer avec son image. Alors, je sais pas comment t'as fait toi. Alors évidemment, peut-être que Delon s'était dit, il faut peut-être que je change de personnage. Peut-être qu'il avait raison, le mec. Rien. Mais bref, c'était mon personnage qui était passé chez... le film n'a pas marché, on va bien dire. Il a eu le César. Tu parles de Delon. Delon pour Notre Histoire. Meilleur acteur. Le César Delon. J'aurais dû avoir un César sur Le Choc. Voilà, Le Choc, le César du Choc. Tu parles de Delon. Le premier plan du film, tu filmes, on voit un plan d'un bouquin de série noire, de Manchette, dans le Garde des Polices. Et le livre s'appelle Que d'os. Ce livre sera adapté par Delon pour La peau d'un flic. C'est le personnage de Jeanne Tarpon. C'est le premier plan de ton film. C'est un hasard extraordinaire. Tu vois, je t'apprends des choses sur ton film. Ah oui. Oui, parce que évidemment, moi, symboliquement, je voulais que le film commence par la littérature que j'aime. Et donc, on voit des polars au sol et des vrais. La série noire de l'époque, bien sûr. La série noire d'aujourd'hui. Souvent adaptée en film, effectivement. Donc voilà, polar. Tout on va au polar. Juste, on va spoiler, alors n'écoutez pas si vous n'avez pas vu le film. Hein. Cette fin est quand même très particulière parce que moi, je la vois comme ça. Ils sont tous assis, là, toutes les huiles dans l'herbe, ils attendent que ça se passe, etc. Et tu vois Brasseur qui est un petit peu à part. On sent que Brasseur, déjà, c'est un personnage un peu désabusé par le truc. Et je me demande s'il se lève pas par lui-même, en fait, si c'est pas un... Vous voulez tenter quelque chose, Fouche? Il va vers sa propre mort, en fait. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Hein. Et je dis pas qu'il se laisse abattre par De Sarthe, mais
C'est la on a l'impression tradition qu'il quand même du cow-boy aussi. qu'il en a plus rien à foutre. Ouais. Il a été trahi par Jobert avec ce coup de téléphone. Et je trouve que j'ai l'impression qu'il part à l'échafaud, Brasseur. C'est l'impression que ça nous donne. C'est tout à fait ce qu'on voulait. Ouais. C'est analysé très très justement parce que c'est un personnage qui porte sa propre mort dans le dos, comme on disait à l'époque. Il sait qu'il est foutu, il sait qu'il est désabusé, il ne croit plus en la justice, il ne croit plus en la police, il ne croit plus en rien. La seule chose qu'il puisse faire, c'est rendre un dernier service, donner sa vie pour éradiquer celle et sauver Stelna. Et sauver Stelna. Qui n'est même pas un homme de son groupe en plus. Même pas dans son groupe, mais c'est un homme. Et donc il fait cadeau de sa vie. Mais c'est un homme foutu, c'est un homme qui est mort au départ depuis déjà longtemps. Ouais, c'est beau parce que c'est une grande tradition des films des années 70 et ces films américains qu'on adore, effectivement, où souvent les héros mouraient à la fin et ça donne un côté âpre au film. Et tu as ce plan après où tu filmes Marlène de dos, elle part, elle se dirige sous un pont et sous le pont il y a marqué danger et elle parle là-dessus. Ouais. Non mais tout est symbolique, tout est. Et ce qui est curieux, c'est que. Ce qui est merveilleux et curieux, c'est qu'à l'époque, les producteurs, ils avaient des couilles, excusez-moi de dire les choses comme ça, mais simplement, au départ, on m'avait dit non, il ne faut pas qu'il meure, Brasseur. Bon, on discute un peu avec les distributeurs, avec la production, avec Brasseur aussi, qui aimait bien ça, mourir et tout. Ouais. Mais ça pose problème, quoi. Ça se fait pas comme ça. Et puis finalement, tout le monde écoute le metteur en scène, sa volonté. Hein. Aujourd'hui, ça se passe peut-être plus toujours comme ça. Donc j'ai dit, il mourra, point à la ligne. Ils mourront tous les deux. Ouais. Et donc, on te laisse faire. Voilà, tu vas jusqu'au bout. On n'a pas parlé de la musique de Jean-Marie Seigna. L'excellente musique. Ah oui, il a réussi. À l'harmonica, vas-y, je te laisse. Non, mais dans le film, il ne savait pas. Jean-Marie, c'est Vera Belmont qui me l'a présenté, donc je ne le connaissais pas, il était tout jeune, il avait fait quelques petites choses, mais. Et puis, j'étais un petit peu embrascoulé, il ne savait pas trop comment manier ce truc-là. Et puis, un jour, il vient me voir, il me dit « Ah, tu as tourné une scène hier qui a fait un déclic. C'est que dans la scène où Marlène Jobert se fait agresser, et il y a un type qui veut la provoquer un petit peu, ou qui se moque d'elle, et il a un petit harmonica, il fait 2-3 gammes comme ça. Et Jean-Marie Seigna m'a dit « Ah, je vais construire toute la musique autour d'un harmonica, et c'est le thème de la guerre des polices que vous pourrez mettre dans ce podcast. C'est pas très cher, c'est à peu de choses près. On a du budget, monsieur Davis. Soyez gentil. Et il est en ce moment en manque et il a besoin de sous. Voilà. Appelle le Romain. Non, Jean-Marie, il a fait des centaines de films depuis, surtout des téléfilms. Et en ce moment, il a fait un truc que tout le monde connaît qui s'appelle Le sang de la vigne. Ouais. Donc, une musique comme ça, et ça tourne. Alors moi, je suis ravi de t'avoir revu. Et lorsque j'étais gamin, que je découpais mes fiches de première, donc il y avait des films. Et Robin Davis, c'était un nom américain pour moi. Moi, j'étais sûr que c'était un réalisateur américain, Robin Davis. Tu vois. Tu fais un petit caméo on aime bien les caméos des réalisateurs dans J'ai épousé une ombre, un excellent film que je vous conseille, avec Nathalie Baye et Francis Huster. Il y a Hors la loi, où Jean-Paul t'a filé un petit coup de main aussi. Jean-Paul était extraordinaire sur Belmondo. Et il y a La fille des collines aussi. Il a produit le film. Oui, je sais. Il faut préciser, parce qu'un jour, c'était Alain Sartre qui produisait Hors la loi, qui est un film avec des inconnus, quoi, une quinzaine de gosses. Ils ont tous donc Clovis Cortignac. Donc le film était en faillite quasiment, parce qu'on avait dépassé 3 semaines, parce qu'il n'avait plu tout le temps. Et Alain Sartre, il ne savait plus comment finir le film. Il n'y avait plus d'argent. C'était fini. Il me dit on arrête le film et tout. Et il a une idée géniale, encore une fois. Il appelle Belmondo et il lui dit écoute, est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider à finir le film ? Tu le connaissais, Jean-Paul, toi, non ? Je le connaissais. Sans plus. Non, je crois. Bon, je l'avais rencontré. Si, je l'avais rencontré plusieurs fois. Oui. Je lui demande du fric. Et Belmondo dit attends. Et il a fait un truc intelligent, il dit si tu veux venir voir quelques roches,
Et donc Belmondo vient voir les rushs, il trouve ça formidable. Comme Marlène avec Claude Brasseur, à chaque fois tes rushs te sauvent. Ouais, parce que là les rushs étaient vraiment, c'était du scope, c'était des gosses, ils se donnaient, ils étaient trempés dans des rivières, ils faisaient du cheval, ils s'engueulaient. Je me rappelle très bien. C'était un film épique. Belmondo a dit, attends, je te donne tout de suite du fric, je te file 300 000 enfin, je ne sais plus combien, 300 000 Pour sauver le film, en tout cas. Oui, il a sauvé. On a pu terminer le film grâce à Jean-Paul. Et Jean-Paul, je finis avec ça, je le rencontre 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, avec Georges, au Festival de Cannes. Georges me dit, viens, on va descendre, on va manger, un peu, il y aura Belmondo, c'est sympa et tout. Et donc, je m'assois j'étais en face de Belmondo. Et il me dit, ça va, Robin, oui, tout ça, qu'est-ce que vous avez fait récemment, qu'est-ce que vous faites, vous voyez. Je dis, Jean-Paul, j'ai fait des films, enfin, j'en ai fait un, sûrement vous ne l'avez pas vu, ça s'appelle Hors la loi, avec des gosses. Et il me regarde comme ça, il me dit, mais espèce de petit con, c'est moi qui l'ai produit. Je dis, merde, c'est vrai, putain, complètement oublié. Pardon, Jean-Paul, vous nous avez sauvés, mais il faut vraiment être con. C'est drôle. Fais attention à ce que tu dis. Hein. Ah ben oui, forcément. Ouais. Un dernier truc, c'est notre ami Romain Lénoff, qui a remarqué un truc dans tes films, c'est que ton nom apparaît toujours lorsqu'on voit une voiture, très souvent. Est-ce que c'est fait exprès? Alors ça, c'est vrai? Ouais. Mon nom apparaît quand on voit une voiture? Dans J'ai épousé une ombre, une voiture arrive, il y a marqué un film de Robin Davis. Plan, oui, d'accord. Non, mais à chaque fois, dans La Guerre des polices, il y a une voiture, Robin Davis. D'accord, oui. Et dans 3-4 films, non, c'était pas voulu en fait. Non, c'était une petite coquetterie de réalisateur, non, pas du tout. Une espèce de petit con, c'est ça que ça à faire, de chercher les bagnoles dans mes films. Tu es viré, Romain. Fou, lui, Il est viré, ça y est. Non, je voudrais te dire un truc qui est assez marrant, c'est qu'un jour, Lautner me dit, dis donc, j'ai un pote qui arrive à Cannes. J'ai personne là sous la main, mais est-ce que ça t'ennuierait d'aller le chercher? Il habitait Grasse, il fallait aller le chercher. Avec ta voiture avec un trou encore, non? Non, c'était la voiture de Lautner. J'avais gravi quelques échelons et il me dit, est-ce que ça t'ennuie d'aller le chercher à la gare? Il vient dîner. Je lui dis, d'accord, comment il s'appelle ton pote? Il me dit, c'est Laurent Gérard. Laurent Gérard, ouais. Je connaissais un peu, mais pas plus que ça. Hein. Donc je descends à la gare, je vais le chercher, bonjour, très heureux. Il me dit, il était très bonjour. Je lui dis, mais pourquoi il est aussi, comment dirais-je, il dit attention, moi. Je lui dis, il doit se tromper de personnage, je ne suis pas John Huston. Et il s'assoit dans la voiture, on remonte, on commence à parler, et il me dit, Robin, il faut que je vous dise un truc. Grâce à vous, j'ai eu un de mes premiers bonheurs, parce qu'il y avait dans ma chambre l'affiche de La Guerre des polices que j'avais vue, j'avais 14 ans ou 12 ans, je ne sais plus très bien, et pour moi ça a été une révélation, parce que j'ai adoré hein, quand il fait c'était mon film de chevet et tout ça, je suis tellement content de vous connaître. Ouais, c'est un beau mot de la fin. C'est fini. Bien, merci mes cinébuddies pour cette descente de police. Jeff, tu fus un lieutenant exemplaire. Et Robin, bravo et merci pour ce chef-d'œuvre. Et je pèse mes mots. Je pense que tu as un bel avenir devant toi. Et tu reviens quand tu veux dans l'émission pour parler d'un autre des joyaux de ta filmo qui en compte plus d'un. Merci en tous les cas. Ah bah écoute, non, c'est nous qui te remercions et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, avec chaque semaine une nouvelle vidéo du maestro Romain Lénoff, son Katia Lazareva. Lazareva, wow. Le spécialiste des voitures. Chaque fois qu'il apparaît, il y a une voiture aussi. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signature, la fameuse catchphrase, Jeff. Jeff Domenech. Alors ma phrase signature, ça va être un hommage à un cinéaste qui nous a quitté récemment, Jean-Charles Takela, issu d'un film qui s'appelle Travelling Avant. Et cette phrase m'a démoralisé, où Thierry Frémont dit « Je ne peux pas imaginer qu'un jour je vais mourir, qu'ils continueront à faire des films, mais que je ne serai pas là pour les voir. Wow. » Et Kinopod en parlera. Et Kinopod en parlera, évidemment. Robin. Alors moi je m'appelle Jean-Luc Godard. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est merci d'aimer le cinéma. Ça c'est une belle chose. Allez au cinéma, ne regardez pas trop les films dans votre chambre.
ou sur votre petit écran, allez encore au cinéma. C'est votre dernière chance avant la fin du cinéma. Bravo, très beau mot de la fin. Je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui tire d'abord et pose des questions ensuite. Et maintenant, spéciale dédicace pour vous. Police and thieves are in the street. Oh yeah, fighting the nation with their guns and ammunitions. Voilà, après il faut payer pour la suite. Super, bravo. Vous êtes Merci. une équipe d'enfer.